pour le fait que le trading t'incite à travailler là-dessus et à devenir, entre guillemets, plus sage. Je trouve ça formidable comme activité. Le marché part un tout petit peu dans le sens contraire. C'est pas que tu paniques, mais tu te dis attends, c'est invalide, ok, je sors. Juste après, il repart dans le bon sens. Là, tu te dis en fait, je me suis trompé, je re-rentre. Et puis ensuite, il repart, je ressors. Fais ça 3-4 fois. J'ai eu tendance plusieurs fois dans ces configurations-là à péter un câble. Finalement, je me suis rendu compte dans des expériences passées, notamment quand Tu développes. Ouais, tu te rends compte qu'en fait, des fois, si tu regardes pure la performance, tu prends de l'argent au marché. Mais en fait, tout l'argent, tu le rends à ton courtier. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de la saison 3 d'entretien avec un trader. Nous débutons cette année 2024 avec Gabriel, membre de la communauté TPF depuis un certain temps. Gabriel a suscité ma curiosité notamment en raison des résultats et des gains, des payouts qu'il publie régulièrement sur le Discord. Sur les marchés depuis la crise des subprimes, il a, grâce à son travail et à sa capacité de remise en question sur soi, réussi à tirer clairement avantage de son trading aujourd'hui. Bonjour Gabriel et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Oswald, merci à toi de m'avoir invité. C'est un juste retour à l'envoyeur et à la communauté. Alors pourrais-tu nous expliquer en quelques mots pourquoi tu t'es lancé dans le trading et qu'est-ce qui t'anime dans cette activité? Mon père faisait des petits investissements en bourse de type bon père de famille, etc. Et il avait dans sa bibliothèque un seul livre sur la bourse, dont je me souviens plus le titre, mais qui est de Stan Weinstein, donc qui doit être bien connu. Enfin, c'est un livre, mais à l'ancienne, hein, du type, le mec parle d'actions américaines dans les années 60-70, enfin, je sais plus, mais c'était vraiment, voilà. Et il y avait des petits marque-pages que mon père avait mis. Et je sais pas pourquoi, à un moment donné, j'ai commencé à regarder ce livre. Et là, ça a piqué ma curiosité. Derrière, ça a commencé. Donc, voilà comment j'ai pris connaissance du truc, de l'investissement en bourse, presque d'un hasard, etc. Puis après, j'ai vu que c'était en lien avec l'informatique. Qui m'attire, c'est la notion un petit peu de performance. On retrouve ça dans d'autres activités, notamment sportives. En fait, le goût de la compétition, d'essayer de faire mieux, de s'améliorer, de maîtriser des compétences, une psychologie, etc. Je trouve que voilà, c'est un domaine dans lequel c'est incroyablement exigeant et à la fois incroyablement stimulant. Voilà. Et, enfin, je ressens ça comme ça. Et évidemment, voilà, comme je pense la plupart d'entre nous, il y a aussi l'aspect monétaire parce que forcément, quand tu prends au début, en plus, tu es un peu naïf, tu te dis waouh, je vais faire un max de pognon avec ça. Y compris d'ailleurs, et c'est ce qui d'ailleurs pose problème souvent aux traders débutants, c'est qu'ils ont la sensation qu'avec quelques milliers d'euros, ils vont pouvoir doubler leur capital tous les 3 mois. C'était mon cas au début et forcément, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais voilà. Ça fait combien d'années à peu près que tu as découvert tout ça? Alors, j'ai commencé en 2008. Je me rappelle que la première chose que j'ai faite à la suite de ça, quand j'ai commencé un peu à m'intéresser, à regarder tout ça, il y avait un site qui s'appelait, je crois à l'époque, Golden Boy, quelque chose comme ça, et, dont le but était de faire un portefeuille virtuel avec des actions, etc. Donc, comme je venais de lire le livre de Stan Weinstein et que je connaissais pas grand-chose d'autre à ce moment-là, j'ai commencé par aller sur les actions et donc en 100% démo, mais à l'époque, bon, il y avait probablement déjà des comptes démo qui existaient évidemment, mais voilà, j'ai fait ça par le biais de voilà, d'espèce de service de portefeuille virtuel où en gros on pouvait voilà, fictivement enregistrer. Bon, alors aujourd'hui, je veux acheter 50 actions de Total, hein. Ça apparaissait ensuite dans le portefeuille, puis on pouvait suivre, ensuite faire des opérations, etc. Donc voilà, en 2008, j'ai commencé à faire ça. Et puis très vite après, il y a eu, voilà, ça m'est entre guillemets monté à la tête et j'ai été piqué, comme disent d'autres intervenants. Et derrière, bon voilà, ça a été un foisonnement. J'ai regardé plein de choses. C'est devenu vraiment une passion qui m'a plus jamais quitté, je pense. Voilà. Et, euh, et à l'époque, j'étais à l'école
j'étais encore à l'école d'ingénieur. Donc, j'avais pas mal de temps aussi pour m'intéresser à ça. Donc, tu avais Donc, j'ai eu la commencé par chance. les actions, les actions du coup. Donc, tu as commencé à t'intéresser au marché à partir des actions. Après, j'imagine que tu as dû un peu tester voilà, tout ce qui existait, donc peut-être le Forex, tout ça, ou alors tu es vraiment resté sur une classe d'actifs. Non, 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 ouais, j'ai papillonné à mort. C'est-à-dire que j'ai fait un peu d'action. Je me suis pris. Après, j'ai ouvert un compte titre Boursorama avec peut-être, je sais pas, le minimum qu'il y avait. Je sais plus, c'était peut-être 1 000 € ou 2 000 €, puisque j'avais peu d'épargne et du coup, quand même la furieuse envie de me frotter au marché et pensant que justement avec ce que j'avais lu et ce que je savais, le peu que je savais, ça suffirait. Donc j'ai j'ai ouvert un compte titre action, enfin un compte titre vraiment classique Boursorama. J'ai fait quelques opérations. Évidemment, l'année en question, 2008, ça n'a pas été une année très très bonne, notamment à partir de septembre. Donc je m'en suis quand même pris relativement plein la gueule, hein. Ça a commencé, toi, dans une des pires, enfin, pas les pires crises, mais dans une belle crise quand même. Ouais, voilà. Donc disons que voilà, c'est. En plus, je me rendais absolument pas compte que globalement, la volatilité et les conditions de marché étaient extrêmement particulières puisque j'avais pas de point de comparaison. Donc pour moi, je me disais: «Waouh, ça secoue quand même la bourse», et effectivement, bah, je me suis pris forcément un bouillon, hein, globalement. Alors j'ai pas cramé mon compte parce que sur les actions, c'est quand même un peu plus compliqué de le cramer, très rapidement, même avec le SRD, heu, même avec, voilà, le levier qui est autorisé par la Bourse de Paris. Un levier de 4, c'est ça? Ouais, jusqu'à 5, je crois, 5, enfin de voilà. mémoire, hein, mais ça reste, voilà, ça reste par rapport à ce qu'on peut obtenir sur des produits dérivés, C'est pas ça 400. reste voilà, ça reste correct. Donc mais voilà, disons que très rapidement aussi, bah, j'ai commencé à chercher de l'info aussi, bah, notamment sur le forum Boursorama, hein, tout simplement, où à l'époque, il était pas mal actif. C'était une grosse communauté d'investisseurs et de traders qui se retrouvaient là-dessus. Ah, il y a à boire et à manger. Bon, j'avais pas forcément le recul pour analyser, pour séparer le bon grain de livret, mais disons que ça m'a incité assez rapidement, je dirais, voilà, des fins 2008-2009, à passer sur des produits dérivés. D'accord. Euh, et notamment, j'ai fait des CFD chez, chez IG Markets à l'époque, ça s'appelait, maintenant c'est IG. Donc j'ai ouvert un compte CFD chez IG Market et j'ai commencé par faire des opérations sur le CAC 40 qui s'appelait France 40, Oui. je crois, sur leur plateforme, Mhm. qui est leur CFD. Donc, alors je me souviens plus quelle était la taille du point parce que ils ont pas. Il me semble qu'au début IG Market ils avaient des contrats standards. Donc je me demande si j'étais pas à 10 € du point, ce qui était relativement de la folie, mais par rapport à la taille de mon capital, hein, puisqu'on est toujours en train de parler de Ouais, mais de, de, de quelques milliers d'euros maximum. comme sur CFD, tu peux acheter 0,1 point. Normalement. À l'époque, moi, quand j'ai fait des CFD chez IG, il me semble que c'était pas possible. Ah ouais. Il n'y avait pas le fractionnement. Parce que 10 balles du point, je Donc, crois que c'est je l'équivalent crois. du futur. Le futur, il est à ce prix-là, je crois. C'est ça, c'est ça. Ouais, Ouais. ouais, ouais, ouais. Là, on était vraiment sur un produit qui répliquait le futur, Ok. et au moins au début, j'avais pas la possibilité de descendre en taille. D'accord. Il y avait même pas. Ils ont sorti ensuite le mini CAC, je crois, à 2 € le point ou à 1 € le point, je me souviens plus. Et déjà, bon, c'était un peu plus adapté. Mais voilà. Alors après, à l'époque, déjà, sur les CFD, il y avait des gens qui critiquaient cette approche-là. Et très vite, en fait, j'étais plutôt, entre guillemets, un peu sceptique Oui. par rapport à ces CFD, dans la mesure où, voilà, on joue contre son courtier, on est sur un marché non centralisé où finalement, voilà, même si je pense que Le plus mauvais. j'avais pas choisi le pire des courtiers CFD, et que peut-être que ça aurait été encore pire si j'avais pris un courtier CFD un peu exotique. Et disons que voilà, ça m'a sensibilisé à ça, et assez vite, je dirais, ça doit être en 2009 ou 2010, j'ai ouvert un compte futur, et chez un broker américain, mais qui avait un représentant qui parlait français, qui s'appelait à l'époque le courtier. C'est un introducing broker, tu sais, ceux qui ensuite bossent avec des FCM qui sont vraiment ceux qui tiennent ton compte. Et ça s'appelait Global Future.
D'accord. Donc là, j'ai ouvert pareil un compte avec peut-être, je sais pas, ce que j'avais réussi à sauvegarder de mes expériences précédentes, donc peut-être 1500 euros ou 2000 euros maximum. Et, et c'est là où j'ai voilà, 2 ans après, on va dire, maximum après avoir débuté, c'est là où j'ai fait mes premières transactions sur les marchés futurs américains et notamment à l'époque sur l'ES déjà, sur le S&P. Et donc avec 1500 euros et contrat standard, puisque tout simplement le micro n'existait pas, le Eh mini, oui, que le mini, le standard. ça a dû te faire bizarre, ça. Voilà, donc et puis dans la période dans laquelle on est en train de parler, moi je travaillais je faisais des opérations sur le S, je l'ai vu à moins de 1000 points le S, hein. Voilà, donc je rends compte aussi ce que c'est. Donc ça veut dire que quelque part, il y avait, malgré la volatilité, je dirais que les variations journalières en termes de nombre de points étaient quand même plus réduites qu'aujourd'hui, puisque forcément, on était sur un nominal, voilà, à 1000 et quelques. Forcément, il y avait ça a un impact. Mais bon, c'était n'importe quoi dans le sens où, voilà, j'ai cramé mon compte, hein, au bout Oui. de quelques semaines. Enfin, j'ai pas totalement cramé, juste je suis arrivé en dessous du montant où je pouvais même plus opérer, c'est-à-dire qu'il y avait une Oui, marge la peut-être marge, à 500 était- dollars, ouais. intraday, ça devait être 400 ou 500, et voilà, donc du coup, voilà un petit peu mes débuts. Et après, comme tu dis, j'ai continué à papillonner. Ouais. C'est-à-dire que j'ai testé aussi le forex, plusieurs produits, plusieurs contrats futurs. C'est-à-dire que j'ai fait aussi du DAX et du CAC 40. Et j'ai même testé aussi le Boon, le Bobble et le Schatz. J'étais dans une communauté à l'époque, pendant les années 2010, début, voilà, jusqu'à 2014, 2010 à 2014, j'ai passé énormément de temps à développer et à coder des indicateurs dans le but de faire un système. Je croyais beaucoup à l'automatisation à Ouais, ouais. l'époque, puis c'était bien en vogue aussi. On y a tous cru à un moment donné. donc, donc voilà, j'ai passé vraiment beaucoup, beaucoup de temps là-dessus. Je pense que c'est du temps qui m'a servi au final, parce que dans ce temps-là, il y a beaucoup d'écrans, de screens, de passer des Bien historiques sûr, en revue, bien sûr. d'essayer d'optimiser, Tu de créais de la comprendre. data, quoi. Ouais, Mm, voilà. mm. Donc, je dirais que ça, finalement, voilà, c'est quelque chose qui, je pense, a servi, a servi au final, mais voilà, ça n'a pas abouti sur un bon résultat dans le sens où, malgré tous mes efforts, que ça soit en suivant manuellement mon système sur la base d'indicateurs que j'avais développés ou alors en essayant carrément de l'automatiser complètement, voilà, je réussissais pas à avoir la stabilité et la récurrence dans les résultats. Mais j'ai passé, voilà, beaucoup de temps sur l'aspect vraiment pur, programmation, développement. À l'époque, j'utilisais le logiciel Multichart et où il y avait un langage assez simple, enfin un power langage, là où c'est là où j'ai fait pas mal de choses là-dessus. Et tu as un background d'ingénieur, toi, c'est ça? Ouais. Ok, donc ça, c'est ton taf encore aujourd'hui? Oui, oui, oui. Mais disons que je fais pas un taf typique d'un ingénieur. Mon métier est en lien avec l'économie et mais l'économie réelle. On Oui, va dire, voilà, la performance financière des entreprises, etc. Donc, d'accord. c'est aussi ça en fait, hein. J'ai toujours été passionné par ça. C'est-à-dire que j'écoutais BFM Business, voilà, tous les jours. Enfin, l'actualité économique et financière m'a toujours botté, en fait. D'accord. Et voilà, c'est aussi pour ça que dans mon activité professionnelle principale, c'est dans le domaine dans lequel j'évolue. Et donc là, tu as réussi, toi, à trouver un équilibre entre justement ton job et, et le fait de pouvoir passer du temps aussi devant les marchés. Alors oui, 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 j'ai trouvé un équilibre. J'aimerais à terme, voilà, être full time, mais je j'ai la sensation que c'est encore loin. Dans la mesure où psychologiquement, et comme on y reviendra plus tard, je considère que c'est vraiment le cœur du problème. Psychologiquement, je pense qu'aujourd'hui, j'arriverais pas à tenir le choc si je me disais que Tu n'avais je que ça. dépends, voilà, que je dépends Hmm. uniquement de ça. Ça me mettrait probablement une pression destructrice. Enfin, c'est ce que je perçois, et parce que je pense que
sous-capitalisé d'un point de vue psychologique. Donc, moi, j'ai mis énormément de temps avant d'arrêter de perdre. Donc, déjà, je pense que voilà, alors que techniquement, je pense que je suis pas plus mauvais qu'un autre, mais par contre, j'avais des biais psychologiques et on va dire une personnalité probablement qui, euh, qui était, qui était pas la plus adaptée pour relativement rapidement surmonter certains biais psychologiques et certaines difficultés psychologiques liées au trading. Donc, c'est pour ça que je me méfie aujourd'hui. Et voilà. Donc, oui, j'ai un bon équilibre, j'ai de la chance. Mais ça a aussi un impact sur la façon, sur comment je fais mon trading. C'est-à-dire que justement, day trader dans le sens où je fais un nombre relativement restreint d'opérations chaque jour. Dans le pire des cas, une seule opération par compte. On en reviendra plus tard. Donc, voilà, c'est aussi en lien avec cet équilibre qui doit être préservé avec mon activité professionnelle principale. J'essaye de faire des opérations qui peuvent un petit peu durer et d'avoir la possibilité d'être, entre guillemets, interrompu pendant 2, 5, 10 minutes sans que ça mette en péril Ton trade. mon trade. Et donc, dès lors, ça veut dire que j'élargis un petit peu mon horizon d'investissement. Alors, on s'entend, hein, ça reste à l'intérieur de la journée et ça reste parfois même des opérations qui peuvent durer quelques minutes. Mais voilà, dans l'absolu, c'est pas aussi intense que du pur scalp comme on peut en voir au carnet. Au carnet exactement, avec vraiment être focus 100% pendant 3 heures et ne vraiment rien pouvoir faire d'autre. Et tu as déjà, pour arriver à trouver un certain équilibre dans ton trading, donc bon, on va dire que les années sont passées, tu t'es orienté vraiment full futur, etc. Tu trades plutôt indice, toi, du coup, aujourd'hui? Ouais, 100%, 100% ES. D'accord, ok. Et donc, du coup, est-ce que tu as peut-être des traders qui t'ont influencé, qui t'ont marqué, que ce soit français ou américain, ou peut-être des formations que tu as suivies qui t'ont aidé à passer un cap? Alors, j'ai toujours été plutôt dans une logique autodidacte. Alors, j'ai jamais payé la moindre formation. D'accord. Pour autant, j'ai consulté, étudié énormément de contenu, mais toujours gratuit. Oui, oui. Et je dirais qu'en plus, à mes débuts, donc pendant les années 2010, il n'y avait pas forcément encore une volumétrie de contenu très important, notamment sur YouTube ou autre. Ou alors, en tout cas, je n'étais pas encore sensibilisé à ça. Je ne sais pas quelle était l'époque, mais donc tout ce qui passait, entre guillemets, je le regardais, etc. Mais avec une logique économe, tout simplement aussi parce que mon capital était très restreint. Donc, tout simplement pas mettre 1000 euros dans une formation parce que c'était un tiers de mon capital, quoi. Ah ouais. Donc, forcément, j'étais vraiment dans une optique low cost, y compris dans ma formation. Et du coup, ça a peut-être contribué au fait que j'ai mis beaucoup de temps avant d'atteindre, on va dire, un niveau que certains peuvent atteindre en beaucoup moins de temps que ce que j'ai pu faire. Je sais pas, voilà. Bien sûr que, vu qu'il y avait des formations, en France, il y a des organismes bien connus. Je suis tombé, aussi sur des influenceurs ou des traders qui s'avèrent peut-être être plutôt des marketeurs que des vrais traders, sur YouTube notamment. Voilà, plus tardivement, donc j'ai vraiment énormément consommé de contenu en lien avec le trading. Mais disons que j'arrive pas vraiment à me dire qu'il y a quelqu'un en particulier ou un contenu en particulier qui a créé un déclic. Je l'ai pas ressenti comme ça. Je dirais que peut-être que à un moment donné, quand justement j'étais dans la période où je programmais beaucoup, etc., j'étais tombé sur, on pourrait dire, une sorte de mentor qui m'a qui m'a enseigné des trucs sur vraiment plutôt sur de la logique de la programmation, sur des logiques d'indicateurs, sur des logiques de lecture de marché que j'utilise toujours aujourd'hui. Donc, quelque part, bon, cette personne-là, on pourrait dire qu'elle m'a aidé et que dans la durée, finalement, je me rends compte que c'est des notions que j'utilise tout le temps, toujours. Mais à part ça, voilà, c'est vraiment du papillonnage et je pense que c'est une somme de plein de micros apports qui, au final, maturent entre eux et puis font que, voilà, à un moment donné, j'ai l'impression de comprendre un peu plus de choses, etc. Mais encore une fois, c'est
enfin, j'ai pas l'impression que techniquement aujourd'hui je trade mieux que qu'il y a quelques années. Et en fait, la différence au niveau du résultat, C'est Psycho. Voilà. Pour moi, hein, c'est mon auto-analyse, mais voilà, je sais pas si elle est totalement vraie parce que peut-être que techniquement aussi j'ai progressé, mais en tout cas, j'ai pas vraiment cette sensation-là. Tu as gardé la même stratégie de trading depuis toutes ces années? Alors, non, au début, on va dire que la façon que j'ai de trader, je dois trader comme ça depuis 4 ou 5 ans. On en Mais parlera après un petit peu de, ouais, bien si sûr. tu le veux bien, hein, Ouais, bien sûr. de comment tu procèdes. Mais, mais non, j'ai pas toujours eu ça, parce que comme je te dis, j'ai pas mal papillonné à la fois en termes de classe d'actifs, etc. Et donc j'ai testé, j'ai testé du scalping, on va dire, à base de 200 allers-retours dans la journée. J'ai fait, j'ai jamais trop fait d'opérations, on va dire, swing. J'ai toujours trouvé ça psychologiquement insupportable. Donc, voilà, non, mais je suis toujours resté dans une logique, on va dire, relativement court terme jusqu'à l'intraday. Mais après, avec des indicateurs ou des stratégies qui peuvent être différentes, et on va dire que j'ai stabilisé mon approche depuis que mes résultats sont devenus corrects. Euh, donc, à partir de là, j'ai eu tendance à me dire, bon, surtout, je change rien parce que là, c'est quand même beaucoup mieux que depuis 8 ans. Enfin, depuis, je sais plus combien de temps j'avais passé avant en ayant finalement globalement perdu de l'argent. Donc, voilà. Donc oui, je dirais que ça fait très longtemps que je m'intéresse principalement à l'ES, plus que 4 ans, mais de la façon dont je travaille, je dirais que voilà, ça fait quelques années, mais j'ai fait beaucoup d'autres essais avant et j'ai papillonné énormément. D'accord. Et dans ton approche, du coup, de trading, toi, tu t'orientes vers quel type de format? Donc, est-ce que tu vas regarder les volumes profile, le market profile? Est-ce que tu vas travailler au prix? Comment tu fonctionnes? Euh, alors, oui, alors j'ai un volume profile sur le côté que je regarde parce que je trouve ça effectivement, je trouve que c'est pertinent pour rapidement pouvoir identifier des niveaux potentiellement intéressants. Le niveau de volume? Euh, voilà, avec le volume. Donc, j'utilise les volumes dans mon trading, c'est sûr. Market profile au sens pur avec les lettres et tout ça, je l'affiche pas. J'utilise on va dire les volumes profile à la fois de la journée, puis le volume profile global de la semaine, du mois. D'accord, ok. Et ça va me permettre on va dire, de baliser un petit peu mon graphique, de mettre des niveaux. Mais sinon, sur mon graphique principal, j'ai rien. Enfin, c'est vraiment le pur prix. D'accord. Et j'utilise pas d'indicateur particulier. Alors, si disons que j'ai un de mes graphes où j'ai le fameux résultat de pas mal d'années de travail sur la programmation d'indicateurs, c'est une espèce d'indicateur qui me donne des statistiques sur ce que j'appelle les swings du marché, donc c'est-à-dire les vagues de hausse et de baisse D'accord. qu'il peut y avoir. Et cet indicateur-là me permet de calculer des statistiques, on va dire, voilà, et quelle est la taille moyenne des swings de hausse, quelle est Je vois. l'amplitude maximum de ces swings, l'amplitude minimum, combien de temps un swing dure, voilà, est-ce qu'on a eu plus de swings de taille importante à la hausse ou à la baisse. Et ça, voilà, ça va m'aider aussi à déterminer un sens, un sens sur lequel je Prioritairement. vais. Un biais. Voilà, exactement, un biais. C'est vraiment comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire que chaque matin, j'identifie un biais, et je sais que je vais passer ma première opération, qui pourra être la seule sur le compte en question, dans le sens dans lequel je pense que les choses peuvent évoluer. C'est assez épuré. Je rentre au carnet d'ordre. Donc, D'accord. j'ai un volume profile aussi sur le carnet. Et donc, en gros, le carnet, donc, quand tu as identifié, donc, j'imagine, des niveaux de POC, des value area, tout ça. Du coup, donc, le prix arrive dessus. Tu as peut-être une alerte ou autre, ou visuellement, et tu vas sur ton carnet. Et qu'est-ce que tu vas regarder? Tu vas regarder si, par exemple, il y a une absorption des ordres market par les ordres en attente. Tu vas regarder s'il y a une force acheteuse, une force vendeuse. Qu'est-ce qui t'indique, qui te valide, on va dire, le fait que tu puisses prendre une position, ou alors attendre que ça break pour continuer
peut-être que ça break le niveau pour continuer la baisse ou la hausse en fonction du setup, quoi. Ouais. Alors, effectivement, donc j'identifie mes niveaux. Ensuite, je me dis, voilà, j'ai mon biais acheteur, par exemple. Ces derniers temps, c'était plutôt ça, par exemple. J'ai mon biais acheteur, donc là, je vais identifier un niveau où idéalement, je considère que je vais pouvoir éventuellement prendre une position sur ce niveau à l'achat, en me disant que par rapport à mon daily loss journalier, je vais être protégé entre guillemets, je vais être sur une zone où il y a de fortes chances, d'après mon analyse, que on n'aille pas beaucoup plus bas et que dès lors, si on y va, que ça remette en question mon analyse, que je me serais trompé. Mais en tout cas, voilà, donc je vais avoir déjà une zone idéale d'intervention, de prise de position par rapport au biais que j'ai choisi. Alors, j'ai choisi l'achat. OK, où est-ce que je vais chercher à acheter pour aujourd'hui? Je vais chercher à acheter sur tel niveau parce que évidemment, ça va être un niveau intéressant, notamment par rapport au volume profile et il va être relativement proche de là où le cours est au moment, où j'ouvre ma plateforme. Parce que forcément, pas me dire: «Tiens, je vais acheter 300 points plus bas, sinon je vais rien faire dans la journée». Donc je vais chercher un niveau qui est à la fois suffisamment proche et qui me donne la sensation d'être un niveau qui pourrait effectivement, être un niveau où le prix pourrait se retourner si on vient du haut et qu'on est sur un swing baissier. Et ensuite, effectivement, la confirmation finale, heu, quand on arrive sur ce niveau, je regarde effectivement ce qui se passe au carnet. S'il y a effectivement des limites, si je vois que ça recharge sur un niveau et je vais attendre une sorte de confirmation au niveau, voilà, je vais attendre qu'on reparte un tout petit peu, que je vois qu'il y ait du monde sur ce niveau. Qu'il y ait effectivement d'autres intervenants qui sont en train de se positionner et ça, c'est effectivement si j'ai cette confirmation-là, je rentre. Je rentre et à ce moment-là, je mets mon stop, directement au niveau de mon daily loss. Sauf si, exceptionnellement, je vois je pourrais le mettre un tout petit peu plus proche et donc pas forcément consommer tout mon daily loss. Mais globalement, je vais laisser la chance au produit. C'est-à-dire que, je vais, voilà, si ce premier trade part, mal, je vais prendre mon daily loss, j'arrête de trader sur ce compte. D'accord, et tu n'as pas de setup d'invalidation, par exemple, dès le départ Non. D'accord, ok. Non, je considère qu'à un moment donné, j'ai fait un choix et en fait, parce que en fait, dans mon passé, j'essayais d'être plus réactif et c'est vrai qu'en fait, c'est comme ça que la plupart du temps, je me retrouvais à tilter parce que, bon, je pense que c'est quelque chose qui arrive à la plupart d'entre Tout nous. le monde, ouais. C'est, tu arrives, tu commences par prendre, ta position. Le marché part un tout petit peu dans le sens contraire. C'est pas que tu paniques, mais tu te dis: «Attends, ça invalide, OK, je sors». Juste après, il repart dans le bon sens. Là, tu te dis: «En fait, je me suis trompé, je re-rentre». Et puis ensuite, il repart, je ressors. Je fais ça, voilà, 3-4 fois et moi, j'ai eu tendance plusieurs fois dans ces configurations-là à péter un câble et à commencer à faire n'importe quoi. C'est-à-dire en me disant, Surtout ces actifs comme l'ES ou le Nasdaq, où il y a quand même sans cesse des allers-retours où t'es une machine à exactement, laver, quoi. Hein. exactement. Ouais. En fait, voilà, il faut accepter qu'il y a un minimum enfin, en tout cas, en toute humilité, c'est ce qui me semble être une bonne façon de faire. C'est accepter entre guillemets un petit peu de volatilité, que le niveau puisse être, en particulier sur le Nasdaq. Alors je connais peu, bon, mais je vois un petit peu par rapport à l'ES. J'ai l'impression qu'il a tendance à beaucoup plus venir défoncer ses niveaux, puis les réintégrer, puis enfin faire des mèches et cetera. Et l'ES aussi de temps en temps, il fait ça. Ouais, C'est-à-dire bien que sûr. le niveau peut être bon, peut être valide. Pour autant, il va aller chercher un peu au-dessus. Il va y avoir une petite accélération pour faire peur. Et derrière, bam, on réintègre violemment. Et là, ça part dans le sens de manière plus durable. Donc, c'est pour ça que je me dis, voilà, il n'y a pas de secret. Si on veut gagner, il faut laisser un petit peu, faut prendre un risque. Voilà. Faut prendre un risque suffisant pour qu'on ne soit pas sorti pour rien. T'as un TP clairement identifié ou tu fais du suivi après avec ton stop, du suivi du trailing? Alors, j'ai un TP qui est au moins égal à ce que je risque. Mais pareil, attendre de voir là où j'ai ma zone de TP potentielle. Si je vois que on réagit
entre guillemets, et que de la même manière qu'à la prise de position, je vois qu'il y a des indices qui me disent que voilà, le mouvement est peut-être va peut-être probablement s'arrêter et qu'on est peut-être en train de se retourner. Voilà, je sors le plus vite possible. Si je vois qu'il y a absolument aucune alerte, bah, je vais essayer d'aller gratter un petit peu. Et là, à ce moment-là, je commence à vraiment je colle un stop très, très, très serré parce que je veux pas laisser repartir alors que on a atteint le niveau suffisant pour couvrir mon risque. Je veux pas reperdre ça. Donc, dans ces cas-là, je vais préférer même des fois couper un petit peu et là, pour le coup, être vraiment très serré dans mon stop parce que je voudrais pas finalement rendre mes gains. Et donc je fais ça. Donc, ce qui fait que c'est assez rare finalement que je réussisse à prendre significativement plus sur le trade que ce que j'avais prévu entre guillemets. Ça peut arriver, mais finalement, c'est peut-être 10 ou 20% des cas. Sinon, le reste du temps, bah voilà, certaines fois prématurément, mais je prends pas le risque, je sors, mon opération est gagnante et surtout, je sais qu'à partir de là, j'ai du trading gratuit. Dans ma façon de faire, c'est en fait voilà, j'ai fait mon daily loss en gain, donc j'ai un daily loss gratuit. Et donc, ça veut dire que là, je vais selon la configuration, je vais chercher une autre entrée dans le même sens. Hein, la plupart, généralement, vraiment à 95%, ça va être dans le même sens que le biais que j'ai durant ma première pause. Voilà, exactement. Et là, je vais me dire bon, je vais pas cramer tout mon, je vais pas prendre, sauf exception, un risque qui full par rapport à ce que j'ai gagné, mais je vais pouvoir risquer 50% par exemple. D'accord. Et là, en ayant toujours l'approche de dire, par contre, je vais aller chercher mon full daily loss en gain potentiel. Donc, je vais me retrouver dans une situation où, au pire, je me retrouve à avoir gagné un demi daily loss si cette deuxième opération est perdante. Et au mieux, je vais avoir gagné 2 daily loss. Si ça se termine bien. Et exceptionnellement, je vais pouvoir prendre encore une troisième, une quatrième opération. Si encore une fois toujours j'ai gagné la deuxième, etc. Si j'ai perdu la deuxième, j'arrête. En fait, toi, ton trading se joue beaucoup par rapport aux stats que tu peux élaborer, soit avec ce que tu as développé ou même en termes de gains, pertes, tout ça, c'est beaucoup de stats, quoi, en fait. Ouais, exactement. Tu sais que tu as exactement. tant de pourcents de chance donc voilà, ton TP, ça va être égal au minimum ou un tout petit peu en dessous de la somme de ton stop, etc. Tout ça, c'est vraiment des calculs de statistiques par rapport à ton passé et tu répliques ça au jour le jour, quoi. Exactement. Ok. En fait, c'est vraiment ça et c'est pour me protéger. J'ai cette approche-là et je trouve qu'elle me correspond dans le sens où je me protège de l'overtrading comme ça. Parce que j'ai le sentiment que chaque opération diminue mon espérance de gain. Ouais. Enfin, dans le sens, plus je vais faire d'opérations, plus je vais dépenser de commissions. Déjà, c'est con, mais voilà, le jeu, il n'est pas à somme nulle parce qu'il y a ces satanées commissions. Si on était sur du trading gratuit, je pense qu'on aurait un taux de succès bien, bien, bien supérieur. Mais finalement, je me suis rendu compte dans des expériences passées, notamment quand j'avais fait. Ouais, bah, tu te rends compte qu'en fait, des fois, si tu regardes pure la performance, tu prends de l'argent au marché. En fait, tout l'argent, tu le rends à ton courtier. Ah ouais. Donc en fait, tu perds de l'argent, mais en fait, t'en as pris quand même t'en as pris au marché, mais t'en as pas pris suffisamment pour compenser les frais. C'est ça, mais ça joue beaucoup avec des strats où les mecs prennent que quelques tics au marché. C'est ça. Donc finalement, en fait, je me suis dit, voilà, là, il y a un enjeu. Et puis par ailleurs, il y a des études qui ont été faites, je sais plus, mais des trucs relativement sérieux qui montrent que parmi les investisseurs actifs, plus on passe d'opérations, plus on a de chances d'être perdant. Et que c'est vraiment une corrélation forte. Donc après, évidemment, ça c'est une vérité générale. Moi, c'est quelque chose qui m'a parlé. Et donc, du coup, je cherche vraiment à faire, entre guillemets, le minimum d'opérations possibles. Et c'est pour ça aussi que je mets un stop, entre guillemets, large, dans le sens où, bah, comme ça, voilà, ça peut osciller, ça peut faire un peu n'importe quoi autour de mon prix d'entrée. Bah voilà, j'aurais pas passé 8 ordres sur cette séquence-là. Et j'aurais pas dépensé X com et j'aurais pas perdu 0, voilà, un tick par-ci, un tick par-là en sortant, rentrant, sortant, rentrant. J'aurais resté, entre guillemets,
va attendre que vraiment, voilà, s'il y a vraiment un mouvement contraire, bah voilà, il va être vraiment, vraiment suffisant pour aller me stopper. Mais sinon, voilà, je considère que toutes les opérations que j'aurais économisées en faisant ça, finalement, c'est du gain potentiel. Donc, il y a vraiment ce côté-là, dans mon approche, en tout cas, d'être extrêmement modéré dans mon prise de position, dans le nombre de trades. Après, grâce aux propres firmes, comme j'ai plusieurs comptes, bah, il est vrai que ça me frustre pas du tout au quotidien. C'est-à-dire, si j'avais qu'un seul compte, et avant de démarrer sur les propres firmes, j'avais qu'un seul compte propre, Ouais. bah, c'est vrai que voilà, des fois, je prenais position à 13h30 ou 13h45, 14h15, je suis stoppé, bah, c'est fini. Et voilà, c'est un peu frustrant parce que des fois, il peut y avoir une opération que j'aurais eu envie de prendre, que je prends pas parce que je respecte ma règle, mais en fait, c'était une bonne opération, etc. Donc voilà. Là, le fait d'avoir plusieurs comptes fait qu'en plus, on va dire, cette règle de prendre un trade s'il n'est pas bon, d'arrêter de trader le compte, bah, finalement, est tout à fait acceptable parce qu'il y a plusieurs comptes. Et toi, les comptes, tu les dupliques pas, du coup, tu les trades les uns Non. après les autres. Et t'en as Ouais, combien, non. t'en as combien actuellement? J'ai 3 comptes Top Step Ok, et les 3 comptes Apex. d'accord, ok. Et, et du coup, on a un peu fait une transition sur le côté psycho un peu de l'entretien, mais du coup, c'est vrai qu'au fil des années, tu as quand même réussi à trouver ton équilibre, que ce soit dans la manière de trader, dans tes plages horaires de trading, dans l'instrument que tu dois trader, tout ça, tu as quand même réussi à trouver un équilibre pour éviter tout ce qui est overtrading. Parce que le tilt, finalement, s'il arrive, la première étape avant qu'il arrive, c'est la perte, l'overtrading et le tilt. Exactement. Et toi, en fait, tu t'es tout de suite mis des conditions d'intervention où, théoriquement, l'overtrading est compliqué pour toi, enfin, c'est compliqué pour toi d'arriver à l'overtrading, maintenant. Exactement, voilà, exactement. Moi, je cherche à me protéger absolument de ça parce que j'ai été exactement dans le schéma-là, c'est-à-dire que je commence à perdre. Là, je commence à, voilà, enfin, c'est difficile après de réussir à voir comment ça se passe, mais quelque part, tu n'es plus vraiment maître de ce que tu fais. Tu commences à cliquer compulsivement, à essayer de partir dans un sens, dans l'autre. Tu as peur de rater enfin le mouvement que tu avais anticipé depuis je sais pas combien de temps. Tu rentres, tu sors, tu rentres, tu sors. Et puis voilà, et là, ça défile. Et là, il y a personne. Et si t'as pas, et là après, voilà, contrôle plus. Ça m'est arrivé aussi de faire une énorme perte je crois que c'était sur le Bund, parce que en fait, traditionnellement, il est peu volatile. Donc j'avais testé une technique qui consistait globalement relativement à moyenner. Hein. Ouais. Donc, ce qui était finalement plus ou moins certain de mal finir. Et un jour où il y avait eu vraiment un gros move, bah, j'avais enquillé les contrats et au final, j'ai fini où vraiment mal au ventre, Ouais, je vois. envie de presque de vomir, de se dire comment on a pu faire ça et comment on a pu cramer 2000 euros. Le Moyen-Âge, ça fonctionne dans un marché équilibré. Mais dès que Ouais. tu es dans un marché déséquilibré, que ce soit à la hausse ou à la baisse, si t'es à l'inverse, t'es mort. C'est ça. Donc en fait, ces expériences-là m'ont probablement relativement traumatisé. Et je me suis dit, c'est vraiment, vraiment, vraiment impossible de réussir à te contrôler dans certaines conditions de trading. C'est-à-dire que moi, si on me laisse, voilà, je fais du scalping, je vais finir par péter un câble très régulièrement. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que j'ai pas du tout, je pense, la personnalité ou le background psychologique le plus facilitant pour cette activité. Selon toi, il faut quel état d'esprit ou alors adopter quel état d'esprit pour être dans un trading serein? Il faut accepter la perte. Pour moi, quand je rentre en position, je mets mon stop, je pense que c'est ce qui va se passer. Et je me persuade que voilà, ce qui va se passer. En gros, ce que je regarde, c'est le risque que je vais prendre et comment essayer de rendre le trajet entre ma prise de position jusqu'à mon stop le plus improbable possible d'après mon analyse. Mais au moment où je prends mon position, je me dis, voilà, je viens de dépenser la somme de mon stop. Je viens de la dépenser. Là, éventuellement, ça va être gratuit. Mais j'ai déjà dans mon esprit, entre guillemets, perdu.
Et depuis d'accepter ça, fait que derrière, le marché, il peut faire n'importe quoi. Quelque part, c'est déjà fait pour moi. J'ai dépensé cet argent, entre guillemets. Et je me rends compte que en faisant ça, ensuite, ça me permet de rester suffisamment serein, mais suffisamment serein dans le setup dont je te parle. C'est-à-dire avec, justement, si mon stop, il est touché, fini. Fini Ouais. pour ce compte. Et ça, tu arrives à t'y tenir Oui, parce chaque que, jour. justement, j'arrive à m'y tenir parce que il y a les propres firmes. Je dirais que quand j'avais mon seul compte, j'ai enfreint cette règle. Mais oui. Là, au moins, tu passes à un autre compte et basta, quoi. Exactement, Ouais. exactement. Et puis, je dirais psychologiquement, depuis que j'ai découvert les propres firmes, je trouve ça. Moi, enfin, avant de faire des propres firmes, enfin, voilà, l'essentiel de mon expérience en trading, c'est en compte propre. Donc, en fait, si tu veux, quand tu fais du compte propre depuis 10 ans et que tu découvres les propres firmes et qu'on te dit, bah là, en fait, c'est pas ton capital. Et en gros, tu as dépensé une somme dérisoire pour obtenir ce compte. En fait, d'avoir ce comparatif, de venir d'un monde où chaque fois, tu sais que tout ton capital, il est à risque. Éventuellement, il peut toujours se passer des trucs, des flash crash, des mouvements extrêmement violents, ou même si tu as ton stop, tu te prends un slippage de 2 points, enfin de 8 ticks. Voilà. Et donc, avec les propres firmes, pour moi, apportent un confort à la fois parce qu'il y a possibilité d'avoir plusieurs comptes et donc de quelque part de découper son trading et de rester rigoureux par rapport à ma règle. Et d'autre part, par rapport à la comparaison, par rapport au sentiment global que tu as psychologiquement quand tu es en compte propre vis-à-vis de quand tu es en propre firme. Même si, voilà, je sais qu'après, bah voilà, j'ai des gains sur les comptes, c'est mon argent. Enfin, disons que c'est de Ah l'argent bah, que j'ai gagné. c'est de l'argent qui Donc, peut être pas réel au départ, mais qui finit sur ton compte à la fin, quoi. voilà. Donc, à un moment donné, il y a quand même évidemment de l'enjeu. Mais quelque part, le stock est pas à moi. Voilà, par exemple, tout ce qui va être flash crack ou peur de vraiment d'un gros black swan, d'un gros truc vraiment violent, voilà, j'en ai plus du tout peur parce que je me dis, voilà, même si, mettons, ça était à Pire des décaler, cas, ouais, c'est bon. voilà, je vais perdre des gains, mais je vais pas attaquer un capital que j'ai mis et que j'avais gagné à la sueur de mon travail, disons. Donc ça, c'est incroyablement confortable, je trouve, psychologiquement. Et ça, pour moi, comme je considère que le psycho est central, bah, c'est vrai que ça a été vraiment une découverte très positive. Et voilà, je trouve que ça m'aide beaucoup, en fait. Et aujourd'hui, j'ai un compte de courtage chez Interactive Broker que j'ai depuis des années, mais je fais plus d'opérations à court terme dessus maintenant. Je suis 100% sur les propres firmes. Parce que pour moi, voilà, il y a vraiment cet avantage énorme psychologique. Arriver à faire des retraits réguliers depuis combien de temps à peu près sur les propres firmes? Bah, honnêtement, en fait, depuis le mois de septembre, depuis que j'ai rejoint la communauté, depuis que j'ai enfin, dès T'as que j'ai eu mes découvert? premiers ouais, depuis que j'ai découvert parce qu'en fait, moi, j'ai vraiment enfin, ça peut être atypique par rapport à pas mal de gens de la communauté, c'est que je pense que j'ai déjà, entre guillemets, «rentable», modestement, au moment où j'ai fait ma première éval. Que, j'ai découvert ça cette année, les propres firmes. Enfin, j'ai totalement passé à côté, en fait. C'était pas dans mon radar. Ah mais beaucoup, hein. Tu sais que c'est quelque chose qui encore à l'heure d'aujourd'hui est méconnu par beaucoup de monde, hein. Ouais, et moi, c'était vraiment typiquement mon cas. Presque par hasard, je sais plus comment j'en ai entendu parler, je commençais à m'enseigner, je suis tombé sur ta chaîne YouTube qui était, voilà et qui est une excellente chaîne, très pédagogique et voilà, c'est là tout de suite ensuite, bah, j'ai regardé, dans les jours qui ont suivi, l'ensemble des vidéos que tu as fait, pour comprendre un peu et tout de suite, je me suis dit: «Mais attends, mais c'est génial ça, on on peut se faire financer par une propre firme et trader leur capital. Ah, il faut que j'essaye ça d'urgence. Et donc j'ai commencé ensuite assez rapidement bah, sur ouais, le premier eval que j'ai fait, c'était Apex. Et après, j'ai vu, voilà, il y avait Bullnox, Topstep, etc. J'ai essayé d'autres, voilà, j'ai cramé des évals, hein, forcément, Bien parce que sûr. aussi j'avais une approche un petit peu au début, Du un petit gambling. peu ouais, exactement, hein, je pense comme beaucoup. Donc, Hmm. je me suis dit: «Bah, de toute façon, voilà, il y avait des promos, je prends une éval, je fais un peu nimp, je regarde ce qui se passe». Puis, à un moment donné, quand j'ai réussi à en valider une, j'ai eu mon premier compte financé Apex et là, je me suis dit: «Bon, bah, voilà, je vais faire ce que je fais, avec mon compte propre». J'ai cramé au moins un PA chez Apex et j'en ai fermé
j'ai fermé un compte en retirant tout chez Topstep parce que justement, au bout de 30 jours de gains à plus de 200 $, tu as la possibilité de retirer 100% et de fermer ton compte. Mais comme en fait, il y avait eu les évals à 11 $, Oui. j'en avais pris quelques-unes. Donc C'était en fait, une promo express, ça, je crois. ouais, voilà. Et du coup, je m'étais dit, tant mieux, là, je ferme ce compte, je retire tout ce qu'il y a. Puis de toute façon, j'ai un autre compte qui m'attend là, qui est prêt à valider, que je peux pas valider, enfin que je peux pas activer, puisqu'en fait, j'en ai déjà 3. Et j'ai jamais eu d'aussi bons résultats que depuis que je traite sur des profs firmes, clairement. Ouais, bah oui, Parce parce que qu'avant, t'as ce biais, t'as cette peur en moins qui agit, quoi. exactement, exactement. Et même par rapport à ma taille de position, c'est-à-dire qu'avant, j'avais un seul compte, mais je prenais un lot ES, et c'est tout. Là, finalement, je peux prendre un lot ES sur le premier compte, et quelque part, ça démultiplie un petit peu aussi finalement la surface financière globale. J'ai beaucoup plus de capital factuellement à traiter que sur mon propre compte propre, donc aussi ça joue. Et j'ai pas l'impression que psychologiquement c'est plus difficile. Donc finalement, voilà, c'est ça aussi qui fait que en temps absolu, j'ai pu améliorer mes gains en trading. Mais j'ai conscience par contre que par rapport à d'autres stratégies, notamment de duplication de comptes, moi dans mon approche, c'est pas extensible. C'est-à-dire que je vais pas avoir 20 comptes Apex parce que de toute façon, même aujourd'hui, j'arrive pas forcément à tous les trader chaque jour, hein. Donc, Ouais, mais après, tu peux dupliquer, par exemple, tu peux faire 4 fois 5, toi. oui, bien sûr. Mais en fait, pour moi, alors c'est peut-être psychologiquement, j'ai du mal à réussir à me mettre dans la mentalité qu'il faudrait probablement. Mais pour moi, en fait, le fait de dupliquer les comptes ne m'apporte pas différent de si je prenais 5 fois plus de contrats sur un seul compte, si tant est que je puisse le faire. Quelque part, pour moi, j'ai vraiment pas l'impression que le risque il est divisé. Ça me fait pas moins peur si je duplique que si je prends toutes les positions sur un seul compte. À tout instant conscience qu'à un moment donné, il y a 5 comptes qui sont dupliqués, donc quand je clique et je prends un contrat, il y en a 5 de contrats. Je le sais à chaque instant, j'arrive pas à m'en détacher. Donc quelque part, pour moi, j'ai pas l'impression que ça soit un levier qui me permettrait de pouvoir augmenter ma taille, l'air de rien, si tu veux. Voilà. Et encore une fois, je pense que je vois que certains, justement, ça a l'air d'être vraiment la clé pour eux, justement, pour prendre des tailles énormes et sans s'en rendre compte, ou en tout cas en ayant la psycho qui permet de résister à ça. Et moi, encore une fois, je pense que voilà, je suis sous-doté et ça, ça me fait ni chaud ni froid, entre guillemets. Et ok, bah écoute, est-ce que si tu pouvais revenir à tes débuts, toi, quel conseil tu te donnerais pour gagner du temps Se focaliser sur un actif, déjà, je pense. Même si, voilà, c'est facile à dire, mais quand on débute, on a l'impression qu'en fait, c'est une question d'actif, c'est une question de marché. On se dit, ah, celui-là, il est pas pour moi, celui-là, il va être pour moi, etc. Évidemment, après, il y a des styles, hein. Il y a des styles sur les futurs, par exemple. Voilà, on peut identifier l'opposé entre le ZN ou le ZB et de l'autre côté, le Nasdaq ou le Russell. Voilà, forcément, on va avoir des styles différents, carnet lourd, carnet léger. Donc après, on peut se sentir plus à l'aise sur un ou sur un. Mais en tout cas, à partir du moment où on a réussi à identifier ce qui nous parle, se concentrer sur cet actif-là, ne serait-ce que pour emmagasiner 10 000 la heures de vol. connaissance. Voilà, c'est ça. Et pour se bouffer du graphique sur cet actif-là en particulier, puisque chacun, je trouve, a un peu sa personnalité. Voilà, va respecter plus ou moins ses niveaux, va avoir des sortes de comportements, on va dire standards ou anormaux, et l'être capable de reconnaître ces comportements-là, pour moi, ça peut faire la différence dans ta prise de décision. Donc, concentrer sur un actif, et puis ne pas, entre guillemets, perdre du temps à trouver la formule magique d'un point de vue technique. Chose que j'ai cherché pendant des années. Je dirais, voilà, accepter qu'il n'y a pas de formule magique, que beaucoup de systèmes totalement différents peuvent donner de bons résultats à condition de s'y tenir, d'être rigoureux, etc. Donc de travailler dès le début, le plus vite possible, les aspects psychologiques, rigueur, règles. Euh, voilà, que j'ai mis énormément de temps à comprendre. Et c'était finalement beaucoup, voilà, très important, voire plus important que
effectivement de savoir si tu utilises la VWAP ou pas. Mais de toute façon, c'est quand on a atteint le fait d'accepter la perte et de voir le trading comme quelque chose de long terme et pas sur la position ou sur la journée. On accepte de perdre une journée, par exemple, ou deux. C'est à partir de là où vraiment, quand on sait que sur le mois, on sera quand même rentable, c'est là où le trading avance. Et tant qu'on n'enlève pas les œillères qui permettent de focaliser que sur le trade qu'on est en train de passer ou la journée, ça avancera jamais. Il faut vraiment enlever ses œillères et avoir une vue beaucoup plus long terme sur les performances et arriver à encaisser, savoir perdre tout simplement. Ouais, exactement. C'est ce que je crois que je disais ça tout à l'heure. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment très, très, très important. Et c'est pour ça que je disais, quand je prends position et je pose mon stop, je me dis mentalement, c'est bon, là, j'ai perdu. J'ai perdu quand quelque part derrière, je peux regarder le prix descendre ou monter. Ça me fait rien du tout. Parce que, en fait, au moment où je clique, j'ai déjà pris la décision de perdre. Enfin, entre guillemets. J'ai pas pris la décision de perdre, mais j'accepte la perte le risque que je prends. Je l'accepte alors qu'avant, bien des fois, je prenais une position, mais je voulais pas perdre. Dès que je perdais quelques ticks, j'avais une réaction psychologique. Je commençais à transpirer de la main. Voilà. Donc, ça, pour moi, c'est, voilà, si je devais me donner un conseil quand j'ai débuté, c'est voilà, tu veux faire du trading, accepte la perte. Accepte la perte que tu vas irrémédiablement rencontrer. Et en l'acceptant, finalement, c'est là où elle a des chances d'être moins fréquente. Et est-ce que tu as un petit quelque chose, un petit sujet que tu aimerais aborder avant qu'on clôture? Quelque chose à rajouter? Je dirais que, bon, il y a un truc voilà, qui me paraît être simple. On travaille tous sur les propres firmes dans la communauté TPF. Je pense que, alors je sais que ça peut être intéressant de se faire un gros matelas, etc., pour être serein dans son trading, mais moi, personnellement, j'ai un peu du mal à laisser beaucoup de gains sur des comptes. Ouais. Parce que voilà, peut-être aussi c'est parce que je connais ça depuis peu, mais des fois je m'interroge sur la pérennité des profs firmes, notamment depuis qu'il y a eu l'affaire MFF. Alors je pense que les régulateurs américains ont pas mal de pain sur la planche avec les cryptos et tout ce qui tourne autour, ce qui fait que finalement les profs firmes sont sous le radar et qu'elles pourront rester sous le radar pendant peut-être encore de nombreuses années, je l'espère. Voilà, je pense que il faut avoir une approche prudente sur les fonds qu'on laisse dans ces profils. Je dirais que c'est pas pareil quand tu laisses du capital chez Interactive Broker ou si tu laisses du capital chez Apex. Enfin, j'ai le sentiment, en tout cas. Non, mais c'est une stratégie, il faut se laisser de quoi perdre, mais il faut pas voilà. laisser un matelas de 30 000 ou 40 000 balles, quoi, c'est sûr. Bah, moi, en tout cas, je trouve que ça serait prendre un risque de contrepartie qui me paraît peut-être voilà, inutile déjà, et puis voilà, à partir du moment où c'est un risque, autant l'éviter s'il n'a pas d'utilité. Un réel enjeu. Ouais, c'est ça. Et par ailleurs, je dirais, voilà, c'est quelque chose aussi que je fais, c'est que je suis aussi un investisseur, on va dire long terme. C'est-à-dire que j'aime beaucoup aussi la bourse. C'est-à-dire j'ai un PEA, j'ai des titres, j'ai des actions, etc. Et quelque part, ça m'aide aussi, je pense, dans mon trading. C'est-à-dire que le fait d'être exposé à long terme à la bourse, d'avoir une gestion de portefeuille, on va dire, très, très pépère, ouais. Quelque part, ça me permet de ne pas être frustré quand je ne suis pas dedans, dans le marché. D'accord, ok, en fait. je vois. C'est-à-dire que je sais que je suis tout le temps dans le marché, au final, grâce à ma partie investissement. Et du coup, voilà, si je rate un trade, je sais que quelque part, ça m'a aidé aussi d'avoir une approche aussi investisseur en parallèle d'une approche pure trading. Parce que voilà, sinon j'avais vraiment, voilà, maintenant l'expression est connue, le FOMO, quoi. Mais moi, avant même que cette expression existe, j'avais le sentiment de le ressentir. Voilà. Et c'est vrai que je pense que ça peut aider, même si c'est des montants faibles, mais d'avoir aussi cette approche, même pour la culture bourse, pour être voilà, pour être dans l'écosystème de manière un peu plus large. C'est pas une mauvaise chose peut-être de s'intéresser aussi à l'investissement plus traditionnel au travers d'ETF, etc., ou
ou n'importe quoi, mais d'avoir vraiment, voilà, d'être exposé à la bourse sur le long terme aussi. En Ouais, tout cas, puis tu moi, c'est constitues l'impression. un portefeuille aussi pour ces vieux jours, c'est aussi intéressant, hein. Ouais, exactement. Après, selon l'âge qu'on a, c'est vrai que là, sur 20 ans, la bourse, je pense que c'est un bon placement. Donc, quoi qu'il arrive ou presque. Donc, c'est vrai que voilà, le fait d'avoir un portefeuille comme ça, ben, c'est finalement, voilà, ça peut permettre aussi de vivre son trading de manière plus sereine. En tout cas pour moi, mais toujours pareil par rapport à mes problèmes psychologiques que j'ai eus et à ma personnalité qui n'était pas forcément la plus adaptée à la Ouais, base. le plus important, c'est d'en être conscient et de pas se mentir à soi-même et d'être en accord avec ce que tu fais et avec ce que tu sais de toi, quoi. Donc c'est vrai que Bah, tout à l'heure, tu c'est disais au début de l'interview, qu'est-ce qui te motive dans cette activité? Et ben voilà, là, tu as dit un truc extrêmement vrai, je pense. C'est le trading, ça permet de te connaître. Je pense qu'il y a beaucoup de traders qui disent ça, j'ai déjà entendu, et pour moi, ça résonne vraiment. C'est-à-dire que je pense que le trading m'a appris à me connaître moi-même et à prendre conscience de tout un tas de faiblesses que je pouvais avoir. Ne serait-ce que pour ça, en fait, pour le fait que le trading t'incite à travailler là-dessus et à devenir, entre guillemets, plus sage. Je trouve ça formidable comme activité. Voilà, c'est parce que même après, dans la vie de tous les jours, j'ai une approche aujourd'hui qui est beaucoup plus sereine. C'est-à-dire que voilà, je suis quelqu'un de très calme et très posé dans la vie. Et je pense que voilà, résistance au stress et à l'adversité que j'ai aujourd'hui, elle vient du travail que j'ai dû faire sur moi-même et l'apprentissage de ma personnalité dans le cadre de mon trading. Merci en tout cas, Gabriel, pour ton partage. Bah, je t'en prie, j'espère que ça aide. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à dire dans les commentaires un peu ce que vous en avez pensé, quelles choses on pourrait améliorer aussi, n'hésitez pas. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, merci Rose.